Bonjour, ceci est une vidéo de soutien à Ahmed Berhal qui est menacé de sanctions par sa direction pour avoir dénoncé des violences sexistes. J'apporte tout mon soutien à Ahmed. J'aimerais dire à la direction de la RATP comme aux autres directions des services publics en France, arrêtez de tuer des gens, ce serait gentil. Parce que nous, on a besoin de conducteurs de bus, de conducteurs de train, de professeurs, d'infirmiers, enfin de gens du service public. Nous, on s'en sert. Alors je sais que peut-être les énarques, les cadres supérieurs, vous n'en avez pas besoin, mais c'est pas notre cas. Et il se trouve qu'en plus, nous participons au financement de ces personnes. Et donc, on aimerait bien qu'elles soient bien traitées. Voilà. Donc, essayez de faire en sorte de bien les traiter de notre part. Parce que voilà, j'ai regardé la vidéo de soutien qui a été faite par les personnes qui travaillent avec Ahmed Berhel à la RATP. Et il est question d'une jeune femme qui a perdu ses jumeaux de 5 mois à cause du harcèlement de la direction. Bon bah voilà, ça par exemple, il faut pas faire. Il faut pas tuer les bébés dans le ventre des mamans, ça, il faut pas le faire. J'ai longtemps cru que parce que vous aviez fait des études, vous saviez qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, qu'il ne faut pas harceler les gens sans raison, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les faire vivre dans des souffrances atroces. J'ai longtemps cru ça, et puis j'ai assisté au procès France Télécom, j'ai parlé du suicide des cheminots à la radio, ça m'a coûté mon travail, et donc je me suis rendu compte que finalement non, non, les élites ne savent pas qu'il ne faut pas commettre des crimes. Voilà, parce que ce que fait Ahmed Berhal, c'est juste quelque chose de normal. Dans une société normale, il serait quelqu'un de normal. Mais dans notre société actuelle, il est à la fois un martyr et un héros. Un héros parce qu'il dénonce des choses qui lui coûtent sa place. Et ça, c'est pas normal. Parce que ce qu'il fait, c'est juste de l'empathie, de la solidarité. Et donc, il devrait recevoir une médaille et pas être considéré comme quelqu'un qui est mauvais pour la société. Et pour finir, je voudrais dire que j'en ai marre de faire des vidéos de soutien à des salariés harcelés par leur direction, en danger de mort, menacés, exploités. Je voudrais bien faire des vidéos d'anniversaire, des vidéos de mariage. Voilà. Donc j'aimerais dire à la direction des services publics de France, arrêtez. Arrêtez, ils ont raison, vous avez tort, vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Excusez-vous, et puis voilà, que je puisse faire des vidéos d'anniversaire, mince. Pour remercier Ahmed, je voulais faire une lecture d'un petit texte de Françoise Vergès qui est extrait d'une théorie féministe de la violence, puisqu'il a dénoncé des violences sexistes. Je voulais lire ce texte parce que je trouve qu'il nous donne beaucoup de force pour continuer à dénoncer ces violences et continuer à ne pas les trouver normales et imaginer qu'un jour peut-être les choses vont changer. Le néolibéralisme n'est jamais qu'un programme économique. Il vise une transformation culturelle du moi, dans laquelle le système scolaire et la socialisation jouent un grand rôle. C'est un programme constructiviste qui ambitionne d'assujettir les peuples et leur environnement. Les néolibéraux ne souhaitent pas la destruction de l'État, mais sa sujétion, sa transformation en un outil actif, central de fabrication des subjectivités, des relations sociales et des représentations collectives. Ils tiennent sans problème et simultanément des propos contradictoires, ce que la rhétorique macroniste du « en même temps » exemplifie par exemple en délivrant un discours de défense des droits des femmes tout en faisant passer des lois qui les rendent plus vulnérables, particulièrement les racisés, à la pauvreté et à la violence. Leurs mensonges, leur incompétence, leurs déclarations absurdes ou creuses ne doivent pas nous aveugler sur leurs objectifs. Nous devons aussi nous demander quelle société post-pandémie le capitalisme nous prépare, quelle forme d'interaction sociale l'État va autoriser et comment leurs mesures vont renforcer la méfiance, le soupçon, la délation dans le but de freiner la colère sociale. Comment la prévention de crises sanitaires facilite la mise en place d'une technopolice et d'un État policier mondial. C'est un vaste programme d'ingénierie sociale qui est annoncé, où règlements, lois et idéologies visent à discipliner les comportements individuels et sociaux. Si ni les néolibéraux ni les gouvernements qui les servent ne s'attendaient à la pandémie du Covid-19,
Ils n'ont pas tardé à voir dans le confinement une opportunité, celle de faire des profits, d'accélérer le développement du capitalisme digital et dès lors de réduire le coût du travail. À chaque crise, les pouvoirs coercitifs de l'État sont étendus. La guerre, qui est au cœur de la construction du monde moderne, qui constitue le fondement de la politique coloniale et impérialiste, est l'arme centrale de la violence structurelle systémique du capitalisme racial et néolibéral et de son patriarcat. Le nous de la rhétorique gouvernementale est un nous fictif. Le langage de la guerre sature notre existence, et les guerres contre la drogue et le terrorisme, contre les immigrants, les réfugiés, les gangs et les jeunes pauvres, à la peau sombre et de la classe ouvrière en général, la construction de murs frontaliers, de prisons pour immigrants, de complexes pénitentiaires industriels, de systèmes de surveillance de masse et la multiplication d'agents de sécurité privée et d'entreprises mercenaires sont toutes devenues d'importantes sources de profit. Face au déluge de paroles sur le monde d'après, comment penser passé, présent et futur sans se soumettre à la temporalité de la modernité occidentale ? Comment refuser l'injonction au futur quand cette dernière requiert un effacement sans réparation du présent ? Collectivement ou individuellement, nous sommes privés de projets, incapables d'imaginer un avenir au-delà des quelques jours qui se profilent. Or, vivre en personne pleinement humaine, c'est se projeter. Imaginer serait-il un privilège ? Le collectif passe en nous le pense. Dans les quartiers populaires, imaginer le monde d'après, n'en déplaise aux plus sincères, reste un luxe. Car pour rêver de l'après, il faudrait déjà que le présent soit décent. Le quotidien reste pourtant celui de l'indécence, celui de l'injustice sociale et écologique, celui de la stigmatisation. Coronavirus ou pas, le futur n'est ici jamais vraiment palpable et l'horizon précisément souvent indépassable. L'imagination d'un futur post-esclavagiste, raciste, capitaliste, impérialiste, patriarcal est cependant un outil puissant entre les mains des opprimés. Oser faire un saut dans le temps, oser imaginer un monde où l'humanité n'est pas divisée en vie qui compte et vie qui ne compte pas, a toujours fait partie de la pédagogie politique des opprimés. Oh, il n'y a pas d'alternative, ça a toujours été comme ça, on ne peut pas changer la nature humaine, il y a toujours eu des forts et des faibles, c'est dans la nature des femmes, s'oppose le souffle révolutionnaire. Oser imaginer, c'est rejeter l'opposition entre passé et présent et futur du temps occidental qui n'est ni celle de communautés, ni de peuples non occidentaux, ni d'élites. Ces multiples temporalités sont indépassables. Elles ont cette vertu de réparer un passé tissé par les massacres, les destructions et les crimes, de réparer un présent où massacres, destructions et crimes sont des éléments organisateurs de gouvernement, de réparer un futur où les effets de la violence passée et présente sont déjà prévisibles. Ces temporalités alternatives sont celles d'un féminisme décolonial antiraciste. Le temps du décolonial repose sur des constats. Un passé esclavagiste, raciste et colonialiste, un présent d'exploitation, de racisme et d'oppression, et un futur qui annonce des formes d'exploitation et d'oppression, associant techniques de surveillance, de contrôle, de racisme et de domination du passé et du présent, et celles imaginées pour le futur. Les temps des luttes décoloniales sont aussi les temps longs des luttes, des révoltes, insurrections et révolutions du passé, de celles d'aujourd'hui et des utopies de libération. S'il faut évidemment s'organiser pour répondre aux urgences matérielles, faim, chômage, payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, se battre contre la faillite des entreprises familiales dans les quartiers populaires auxquels s'ajoute la nécessité de réduire le stress, l'inquiétude, les soucis de santé, d'emploi et de vie personnelle, nous ne pouvons ignorer que ce qui se prépare et touchera en premier les classes populaires et les communautés racisées exigent d'imaginer un futur. Et je vais vous lire la conclusion. Si leçon il y a à tirer des violences systémiques qui ont précédé les politiques de confinement décrétées début 2020 et de l'aggravation mondiale des inégalités et des injustices raciales de genre, de sexe, d'âge et de classe, c'est que nous vivons une époque où il est impossible d'échapper au déchaînement de violences incontrôlables que produisent avidité, cupidité et pouvoir, sauf à s'organiser auprès de celles et ceux qui n'ont rien à perdre. Voilà, c'était un petit texte que je voulais offrir en réflexion à ce qui se passe à la RATP. Et voilà, je me dis qu'il faut qu'on soit aux côtés de ceux qui luttent parce qu'ils sont en première ligne, mais on est tous juste derrière et on sera tous les victimes de ces politiques-là. Et voilà. Bon 1er mai.